L'opinion ou les réponses de nos panélistes sont des réflexions personnelles basées sur leurs connaissances et expériences professionnelles. Il est fort possible que leur opinion diffère de la vôtre. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'épisode 8 de l'Apport collectif. Balado où 3 experts de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion contractuelle et de la logistique du secteur public ou municipal apporteront à la table de discussion leur point de vue sur différents enjeux et questions entourant la chaîne d'approvisionnement. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William de l'Université McGill et modérateur de ce balado dédié aux enjeux et défis de la chaîne d'approvisionnement. Pour cet épisode, nos panélistes aujourd'hui sont Madame Amélie Fugère, agente de planification, programmation et recherche au CIS de la Montérégie-Ouest. Madame Nancy Beauchemin, présidente et consultante de l'entreprise Expert Conseil Inc. Et Madame Maggie Couture, directrice de la chaîne logistique à la Ville de Montréal. Mesdames et messieurs, nos 3 panélistes partageront leur expertise, leur expérience et leur point de vue du thème de l'épisode. Leur contribution nous permettra d'approfondir notre compréhension et d'alimenter la réflexion collective. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi stratégique qu'essentiel, ayant pour titre « Mesurer pour mieux performer, indicateurs et tableaux de bord en approvisionnement ». Dans un environnement où les décisions doivent être rapides, éclairées et alignées sur les objectifs organisationnels, une question s'impose. Mesurons-nous réellement ce qui compte? Évaluer la performance d'un service d'approvisionnement dans le secteur public et municipal demande une approche structurée, équilibrée et alignée sur les obligations de transparence, de conformité et de création de valeur. Dans un contexte où chaque dollar et chaque délai compte, mesurer la performance en approvisionnement devient un levier stratégique incontournable. Les indicateurs de performance ne sont pas qu'une série de chiffres sur un écran. Ce sont des leviers puissants pour piloter nos stratégies, démontrer la valeur de nos équipes et surtout transformer nos opérations. Mais entre la collecte de données, la pertinence des indicateurs de performance et la construction de tableaux de bord efficaces, il y a tout un art à maîtriser. Aujourd'hui, avec nos panélistes, nous allons explorer l'évaluation de la performance d'un service d'approvisionnement, quels indicateurs privilégier, comment éviter les pièges les plus fréquents et comment faire des tableaux de bord de véritables outils de décision. Mesurer, c'est bien, mais mesurer intelligemment, c'est ce qui fait toute la différence. Afin de bien débuter la discussion, panélistes, pourquoi mesurer la performance est-elle devenue un incontournable en approvisionnement aujourd'hui? J'aimerais commencer la discussion avec Nancy. Nancy, ton opinion? Alors, comme tu l'as mentionné, Patrick, en étant dans le secteur public, donc on a beaucoup de transparence à avoir, on a de la reddition de comptes également. Faut pas oublier qu'on est sous l'autorité des marchés publics. Donc, ça permet, entre autres, les indicateurs de justifier nos décisions, puis de renforcer aussi la confiance des citoyens. Il y a un cadre réglementaire quand même assez élaboré qu'on doit se conformer. Donc, certains indicateurs doivent démontrer aussi cette conformité-là. Je pourrais ajouter que tout comme le secteur privé, ben on a beaucoup de pression là, pour budgétairement, donc on doit optimiser nos ressources, donc respecter les budgets. On va sûrement parler de coûts, mais aussi de valeur globale de coûts. On a vu aussi dans les dernières années que les chaînes d'approvisionnement se complexifient beaucoup. Donc, on doit s'assurer avec nos indicateurs, d'anticiper et de gérer les risques. Et finalement, on assiste à un virage qui est assez stratégique de la fonction approvisionnement. Donc, nos indicateurs doivent refléter aussi ces nouvelles dimensions-là.
Moi, j'ajouterais, en fait, je poursuivrais en disant que, tu sais, c'est vrai, Nancy, on a beaucoup de reddition de comptes. C'est important de regarder ce qu'on a à faire, de le démontrer, mais ce que j'ai vu, moi, dans les 20 dernières années, c'est beaucoup un cheminement vers le privé. Parlait beaucoup de performance, tandis qu'au niveau de l'institutionnel, c'était plus les organismes publics, c'était est-ce que je rentre dans mon budget? Est-ce que je respecte mon budget? On dépense le budget et si le budget est bien dépensé ou si on n'a pas dépassé, euh, ça va. On est correct. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus là. On n'est plus là. On a besoin d'être plus performant. L'argent se fait plus rare. Les coupures dont on entend parler depuis les 2, 3 dernières années, les obligations de repenser nos méthodes de travail, de se regarder de façon beaucoup plus profondément que juste est-ce que je rentre dans mon budget? Est-ce que je respecte l'argent que j'ai? Est-ce que je gère bien mes opérations en respectant mon budget? Maintenant, c'est est-ce que je gère bien mes opérations? Est-ce que je gère mon amélioration continue? Et après ça, je pense que c'est inévitable que tu vas amener une culture de mesure parce que ça va te permettre de voir un peu plus clair dans tes opérations. Fait que moi, je pense que c'est quelque chose qui a cheminé beaucoup dans les dernières années. Moi, quand je suis arrivée en 2007 dans le public, j'avais trouvé une grande différence entre justement le privé et le public en me disant, OK, ici, si je respecte mon budget, ça va. Tandis que dans le privé, c'était autre chose. Mais je le sens beaucoup moins aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu une belle évolution là, à ce niveau-là. J'ajouterais aussi, dans le sens, un peu dans le même sens que vous avez nommé, je trouve que ça va de plus en plus vite, puis les besoins sont de plus en plus grands. Fait qu'on dirait que le nombre de contrats ne fait qu'augmenter, le nombre de besoins dans l'organisation va mettre à contrat de plus en plus grand. Fait que pour pouvoir suivre un peu ce mouvement-là, on n'a pas le choix là, de justement mieux gérer nos ressources, s'assurer d'aller chercher le meilleur coût parce que nos budgets sont limités, mais c'est vraiment aussi parce que ça va vite puis ça augmente de façon exponentielle tout le temps. Fait que c'est là que c'est devenu incontournable, je pense, aujourd'hui par rapport à il y a quelques années où est-ce que peut-être que le nombre de ce qu'on traitait était moins élevé puis moins, si on veut dire, moins il cadrait mieux dans la capacité des équipes. Puis aussi, je pense que de façon globale, l'approvisionnement est de plus en plus positionné comme étant stratégique dans les organisations, que ce soit au public ou au privé, parce que la valeur ajoutée, la création de valeur dans la chaîne d'approvisionnement, elle est réelle, puis c'est là qu'il faut le mettre de l'avant. Donc, la mesurer devient un incontournable. Puis on remarque aussi, panélistes, que maintenant, il y a des programmes de gestion de la performance. Et moi, je suis gestionnaire, puis je rencontre mon équipe, chaque membre de mon équipe à chaque année pour fixer des objectifs individuels, mais ces objectifs individuels doivent fitter aussi avec les objectifs de l'organisation. Et là, on évalue s'ils doivent faire ces projets-là et c'est une façon d'évaluer leur performance, qu'ils atteignent les résultats, leurs résultats soient en deçà des attentes. Donc, on fait ça aussi comme le privé maintenant. Oui, puis tu sais, si je peux me permettre, pour faire le lien par rapport à ça, tu as parlé d'objectifs, mais je pense qu'avant de mesurer la performance, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, puis c'est quoi la performance qu'on veut atteindre comme organisation. Fait que de se fixer des objectifs, puis de déterminer pour notre organisation qu'est-ce que ça veut dire la performance. Est-ce que c'est rencontrer des délais? Est-ce que c'est être conforme à tout prix? Est-ce que c'est avoir des dossiers de qualité qui vont nous faire économiser? Tu sais, il y a tout un grand éventail de façons d'être performant. Puis c'est vers ça qu'il faut d'abord se positionner pour être en mesure après de bien évaluer. Mm-hmm. Maggie, la logistique, toi, c'est sûr, tu n'es pas gestion contractuelle. Mais comment tu abordes ça, là? L'évaluation, la performance en logistique de tes magasiniers, tout ton staff? Je dirais que déjà, quand on a implanté ça, ça a été difficile là, au départ. Là, quand ça fait comme 3 ans qu'on a commencé à parler de prise de mesure. Je pense que la chose à faire en premier, c'est de déterminer sa mission. Amélie l'a dit, il faut regarder ce qu'on a à faire pour bien comprendre ce qu'on a à mesurer. Mais on peut pas mesurer n'importe quoi. Il faut que ça fasse du sens pour l'ensemble des employés. Il faut que ça mesure quelque chose qui va vers notre cible. Notre cible, c'est aussi notre mission. Donc, avant de savoir ce qu'on mesure, il faut savoir pourquoi on va le mesurer, dans quel but,
puis être capable après ça d'amener ses équipes vers la cible, vers où on veut aller. Qu'est-ce qu'on mesure? On peut mesurer, comme on le dit tantôt, on peut mesurer les délais, peut mesurer les types de transactions, on peut mesurer des rotations de stock, on peut mesurer 1000 choses, mais en même temps, il faut s'assurer que nos indicateurs de performance vont dans le sens qu'on souhaite aller. Moi, je vais prendre l'exemple de la rotation des stocks dans le municipal où on a des infrastructures vieillissantes. La rotation des stocks, c'est pas à tout prix. Il faut faire attention. Il y a des items qu'on doit garder même si on en vend 0 parce que le jour où on va en manquer, dans 7 ans, 8 ans, ou la borne incendie ou la pièce X, il faut que je la garde. Donc, est-ce que c'est ma prise de mesure la plus importante compte tenu de ma mission? Peut-être que non, mais si on parle à l'entreprise privée, la rotation des stocks va être assurément numéro 1, probablement au-dessus de la liste. Il faut que ça Donc, roule, là, l'inventaire. il faut que ça roule. Mais en même temps, dans notre cas municipal, il faut s'assurer que, exemple, le nombre de pièces qu'on a ne fait pas juste rouler, mais qu'elle est là parce qu'on a des pièces critiques, on dessert des citoyens, on a besoin de faire des réparations des fois sur des infrastructures qui sont très âgées, avec des pièces difficiles à trouver ou longues à obtenir. Donc, comment on mesure ça? Donc, tout ça, c'est un enchevêtrement de réflexion. Puis je pense qu'on fait des essais-erreurs beaucoup. C'est ce qui nous est arrivé aussi. On s'est rendu compte que finalement, ça, on va le modifier. On ne mesurait pas la bonne chose. On va changer peut-être vers autre chose. Puis il faut que ça fasse aussi... faut que ce soit logique pour les employés, si on veut qu'ils y adhèrent. Parce que faire de la performance, créer des zones où on veut amener nos gens à performer, il faut que ça fasse du sens pour tout le monde, pas juste avec notre mission, mais dans le cœur de nos employés. Et ça passe par de la logique. Je me suis mesurée sur quelque chose que je fais. Est-ce que ça fait du sens pour moi? Est-ce que ça va dans le sens que moi je mets dans le cœur de mon travail ou mon patron, il mesure pour mesurer? Donc ça, je dirais aussi que c'est assez important. Mais là, ce que tu viens de dire, Maggie, c'est la performance, l'évaluation. Est-ce que tu penses que ça peut arriver que du staff, des employés se comparent entre eux et il y en a qui craignent pour leur position, l'autre, il performe bien mieux que moi. Comment approcher ça, là, que ça soit un concept qu'on n'utilise pas ça comme pour voir si cette personne-là devrait continuer avec nous, mais comment on devrait évaluer ça? Est-ce qu'on est Big Brother ou on est là pour améliorer les choses avec les employés? Mais on a vécu des situations particulières justement où une équipe va juger la prise de mesure de l'autre équipe en disant bon, c'est des indicateurs faciles, ils veulent pas se casser la tête ou vice-versa. Et là, ça crée des fois une forme de jalousie ou ça crée aussi de l'insécurité dans les équipes. Moi, ce que j'essaie de faire avec les équipes, c'est de leur dire l'important, c'est pas le chiffre, c'est le voyage. Quel voyage tu vas faire à travers ton indicateur ou tes chiffres? Le but, est-ce que c'est d'atteindre la cible à tout prix ou c'est ce que tu vas avoir appris en t'en allant? Si ta cible, c'est d'atteindre un délai de livraison, je vais dire n'importe quoi, de 3 jours, ben si tu es à 4 jours, c'est peut-être pas si grave si tu pars de 6 jours ou si tu as rencontré un paquet de problématiques en t'en allant puis que tu dis, hey, sais-tu quoi, 4, c'est vraiment bon parce que crime, ça a été pas facile ces derniers temps. Puis donc, moi, je leur dis toujours, quelle est la courbe d'apprentissage? Qu'est-ce que vous avez appris à travers ça? Le chiffre n'est pas important. Et moi, je leur dis tout le temps, je veux pas juste voir du vert dans les tableaux. C'est pas ça que je cherche. Tant mieux si on a du rouge. On va se poser des questions, on va s'asseoir ensemble et c'est jamais ciblé sur une personne. Un indicateur, c'est pas pour une personne. Un indicateur, c'est un groupe. Les dossiers sont jamais les mêmes. C'est très, très variable dans le temps. Donc, moi, je m'en sers pas pour évaluer les gens. Je m'en sers pour trouver une façon de rassembler l'équipe autour d'un but commun et de leur dire, ben, OK, regarde, on part de là, guys. Oubliez pas d'où on part. Là. On part il y a 3 ans, on était à tel truc. Voici ce qu'on a fait depuis et voici où est-ce qu'on s'en va. Puis tant mieux si on n'est pas encore arrivé. Ça veut dire qu'il nous reste encore des choses à apprendre. Puis on va avoir des occasions de s'en jaser. Amélie, Nancy, gestion contractuelle, réseau de la santé. Comment voyez-vous ça? Je suis parfaitement d'accord avec Maggie. Je pense qu'il faut qu'on choisisse des indicateurs pour
aligner l'équipe vers un objectif commun et non pas comparer des employés ou des équipes un entre l'autre, là. Puis je pense que c'est pas vraiment une bonne pratique là, de nominaliser des tableaux là, avec des résultats, là. Donc, je pense qu'on l'enjeu est peut-être un alignement aussi par rapport à la stratégie de l'organisation. Donc, il y a une stratégie à avoir d'équipe, mais il faut pas que cette stratégie-là soit trop loin non plus de la stratégie de l'organisation. Puis c'est là où est-ce que, tu sais, il y a peut-être un petit peu de travail à faire, là. Je rajouterais, tu sais, puis Maggie, tu l'as effleuré un peu, chaque dossier est un cas en particulier. Fait que, tu sais, c'est difficile, je crois, de généraliser un indicateur à toutes les situations. Je pense que s'il y a des enjeux à atteindre un objectif par rapport à un indicateur, ben, il faut se pencher sur les raisons, puis il faut regarder qu'est-ce qui est arrivé, puis c'est jamais, tu sais, il faut partir, je pense, tu sais, oui, il peut y avoir des employés, des personnes qui font mal leur travail, puis ça peut se démontrer là, mais je pense que faut d'abord penser que c'est bien intentionné, puis qu'il y a peut-être des enjeux dans le processus pour se rendre à, à réussir les objectifs. Donc, de généraliser un indicateur sans regarder le détail en arrière pour prendre action par la suite, ben ça serait se tromper, d'après moi. Je pense qu'il faut vraiment prendre ça, prendre un indicateur à haut niveau, oui, mais après le détailler puis pouvoir l'expliquer. Mhm. Parce qu'un indicateur, ça a un grand pouvoir, hein. Ça a le pouvoir de dire, d'amener quelqu'un, par contre, elle peut peut-être escamoter la qualité pour performer davantage. Tu sais, si on décidait demain matin, exemple, de mesurer 4 acheteurs par le nombre de BC qu'il va produire dans sa semaine, ben pour en faire plus, est-ce que je vais créer des moins bons appels d'offres? Est-ce que je vais créer des moins bons BC? Est-ce que je vais accélérer pour rentrer dans une obligation qu'on met devant moi de dire, ben, pour performer, c'est un chiffre. Est-ce que ma performance se résume à un chiffre? Et c'est là où je dis que ce pouvoir-là, il est insidieux et il faut faire attention pour pas créer l'effet inverse de problème de qualité parce que je veux à tout prix, il faut absolument que je crée, faut que mes appels d'offres sortent en 15 jours. OK, mais tout à coup, est-ce que les appels d'offres maintenant, ils sortent en 12 jours, ils sortent en 10 jours. Mais peut-être qu'en 10 jours, ça n'a plus de bon sens non plus, là. Peut-être qu'ils devraient sortir en 15 jours, ou ils devraient peut-être pas sortir mais parce qu'on veut performer, parce qu'on veut bien paraître, parce que on va peut-être des fois tomber de l'autre côté de la clôture, puis ça, c'est dangereux parce oui, les gens se comparent. Veux pas, les gens vont se comparer, puis l'indicateur devient un peu le bulletin d'entrée d'une personne, même si on y associe pas un nom. Si on mesure le transport, par exemple, ben c'est sûr que la personne responsable du transport se sent plus concernée que la personne qui fait des bons de commande. Donc, veut pas, on regarde l'indicateur de transport, puis on se tourne vers la personne qui s'en occupe. C'est son bulletin. Fait que là, la personne, elle se sent mal, elle va se dépêcher. Je fais-tu plus de livraisons? Je vais me dépêcher de faire mes livraisons, mais je remplirai plus mes camions. Je vais me dépêcher Oui, mais c'est important de remplir tes camions aussi, là. C'est pas juste ça qui est important. Donc, quand on parlait de l'effet global d'un indicateur et de pouvoir de l'indicateur, c'est qu'il peut nous amener à faire bien des niaiseries aussi, là. Et si on veut pas mesurer pour mesurer, on veut comprendre pourquoi on le fait, puis que la personne, elle pense pas que c'est juste ça. Si elle a sorti 6 BC dans sa semaine, il y a peut-être une raison. Commence par aller comprendre ça, puis après, juge pas qu'elle aurait dû en faire 20. C'est pas juste le chiffre qui va répondre à ça, mais des fois aussi, il faut faire attention. En publicisant ça, veut pas, les gens se retrouvent avec des bulletins accrochés sur les murs, et là, ça vient chercher aussi tout un aspect démobilisant. Là où on veut mobiliser autour d'un indicateur, on va démobiliser parce que là, les gens se disent, ben là, regarde, j'ai pas réussi à livrer en 3 jours, j'ai livré en 4 jours, mais c'est pas de ma faute. Moi, le camion a brisé, puis j'ai pas été capable de le faire. OK, ben, le camion brisé, c'est pas grave. On le sait pourquoi. C'est correct. On va essayer de voir la prochaine fois qu'est-ce qu'on peut faire. Mais
on le voit, ça. Et cet effet pervers-là, il est très insidieux. Et puis, les gens se confortent en disant, hey, je suis encore meilleur que le mois passé, je suis encore. T'es pas nécessairement meilleur. Tu vas plus vite, mais t'es pas nécessairement meilleur. Fait que ça, quand C'est on ça, comme parle tu as de. dit, tu pourrais comme couper les coins ronds pour Oui, atteindre cet objectif-là, ce ça chiffre peut prendre souhaité. des indicateurs comparables ou qui vont contrer un peu l'effet de l'autre pour essayer d'aller chercher un juste milieu qui va donner un petit coup de main à ne pas perdre le sens de notre indicateur. Mhm. Côté gestion contractuelle, Amélie et Nancy, est-ce qu'on peut voir ça aussi? Quelqu'un qui doit lancer des appels d'offres, mais il coupe les coins ronds. Et, il y a des approbations qu'il devait obtenir, il y a différentes personnes qui devaient signer le document, mais non, oublie ça, j'ai pas le temps, je bypass ces gens-là. Comment voyez-vous ça, là? Et, ça s'applique absolument, là, cet effet-là, dans les appels d'offres, dans les contrats, les négociations. Chaque dossier est un cas particulier. Il y a des processus à suivre, de mesurer des délais, par exemple. Il faut pas que ça serve à aller plus vite nécessairement. Il faut que ça serve à peut-être communiquer, peut-être à informer nos requérants à l'interne, mais de là de dire faut aller plus vite, c'est pas nécessairement applicable à chaque dossier parce qu'il y en a certains qui sont complexes, qui demandent une gymnastique, que ça peut être des données à sortir, plusieurs requérants à consulter, des benchmarks à faire avant même de pouvoir penser à publier un appel d'offres. Fait que, c'est là que c'est pas gage de qualité si on regarde un seul indicateur. Mais il y a d'autres indicateurs, puis comme Maggie l'a dit, il faut les mettre en relation. Fait que d'abord, il faut se Exact. questionner, c'est quoi un bon appel d'offres pour nous? Fait qu'est-ce qu'un bon appel d'offres pour nous, c'est d'aller vite? Est-ce que c'est d'être conforme? Est-ce que c'est de répondre aux besoins du requérant? Tu sais, faire des économies. Fait que bref, il y a comme tout un éventail de qu'est-ce qu'un bon appel d'offres pour nous. Puis après ça, ben c'est de mettre en relation là, ces indicateurs-là. Parce que des fois, c'est hors de notre contrôle aussi à la gestion contractuelle. Fait que, tu sais, des éléments comme, par exemple, un appel d'offres qui a plusieurs addendas. Tu sais, ça pourrait être une mesure qui pourrait être faite, combien d'addendas que j'ai eu. Mais c'est possible que ça soit un dossier qui est particulier, qui a une certaine nouveauté à l'intérieur, qui fait en sorte que les fournisseurs vont poser beaucoup de questions. Versus un dossier standard, ben normalement, je devrais pas avoir trop de questions par addenda. Tu sais. Fait que bref, je pense que il y a plusieurs C'est très ce que tu dis, Amélie, parce que, tu sais, souvent, là, tu sais, le thinking, on pense, s'il y a beaucoup d'addendas, c'est parce que le devis, il était pas bon. Il était pas clair. Mais Ça dépend. il faut lire plus que ça. Il faut fouiller plus que ça là, pour dire que peut-être que c'est pas ça non plus. Là. Peut-être le dossier est vraiment compliqué. Là. Effectivement. Un élément qui est important, je pense, c'est de faire participer justement l'équipe à concevoir ces indicateurs-là, puis établir une cible aussi ensemble. C'est là où on va aller chercher l'engagement de l'équipe, mais c'est là où est-ce qu'on va aller chercher de l'information fine des opérations que, comme gestionnaire, on n'a pas nécessairement parce qu'on n'a pas les deux mains dedans. Là. Donc, toutes ces petites explications-là, l'équipe peut déjà en amont nous aider à faire le processus d'affaires, justement, de l'indicateur de performance. Donc là, ce que tu dis, Nancy, c'est de mobiliser, emmener ton équipe avec toi pour développer parce que eux autres pourraient penser que tu deviens Big Brother, tu les surveilles, mais non. Venez, on va travailler ensemble, puis on va les développer ensemble, ces indicateurs de performance-là. Les développer ensemble, puis d'expliquer, c'est ça, qu'est-ce qu'on mesure, où est-ce qu'on les prend. Puis ces échanges-là aussi sont riches parce que ça nous permet même de modifier des indicateurs qui existent déjà, des nouvelles personnes qui arrivent. Ah, comment tu mesures ça? Ah oui, mais as-tu pensé que si tu fais ça, ça... Ah, j'avais pas vu ça. OK. Donc, il faut rester en amélioration continue. Un indicateur, ça peut pas rester fixe dans le temps. Il faut que ça change, que ça bouge. Puis c'est ça qui donne confiance aux gens, je pense. Parce que, tu sais, on a parlé tantôt, ça insécurise la prise de mesure parce que les gens ont l'impression ils sont observés. Maintenant, s'ils ont confiance en l'indicateur, s'ils savent comment la prise de mesure est faite, s'ils savent qu'ils ont un mot à dire, qu'ils peuvent intervenir, qu'ils peuvent suggérer, ben ça devient beaucoup plus inclusif le processus. Puis là, l'indicateur, il fait partie de ton équipe.
Il fait partie d'une cible commune, il fait partie de ta mission, justement. Puis c'est ça qui donne, qui sécurise beaucoup psychologiquement les employés par rapport à des prises de mesures. Question pour vous, panélistes. Comment tu évaluerais un employé qui est très conforme? C'est by the book, très conforme, mais il est peu stratégique. Il ne développe pas des initiatives, il est pas, lui, il est juste. La conformité, c'est A1, mais il n'y a pas cet angle stratégique. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu évalues sa performance? Je pense que c'est une évaluation qui se fait un peu plus subjectivement, là, plus au ressenti, justement, parce que oui, la conformité, c'est facile à mesurer. Euh, c'est la base. Surtout en gestion contractuelle, il faut être conforme, on n'a pas le choix. Après ça peut arriver des non-conformités dans différentes façons, mais ça reste que c'est la base. Ensuite, tu sais, un employé qui se développe peu, qui met pas à profit ses compétences ou qui se limite au nécessaire, ben après, il peut avoir des enjeux dans les contrats. Fait que par exemple, pour parler de la gestion contractuelle, là, mais un appel d'offres qui est fait de façon minimale, là, si on peut dire, ben quand on octroie le contrat, ça peut arriver qu'on a des enjeux avec les fournisseurs par la suite parce qu'ils ont mal compris le besoin, parce que la façon qu'on l'a évalué, ça n'a pas été la bonne façon. Fait que bref, il y a des façons de le ressortir, mais ça va rester quand même plus du cas par cas, puis ça va être difficile à mesurer avec un indicateur d'après moi. Ça va être plus un ressenti. Il faut mesurer, ça se mesure des fois pas toujours, comme Amélie dit, le savoir-faire n'est pas toujours là. Je pense que s'il y a des compétences à améliorer, après ça, faut parler de formation, il faut parler de coaching, il faut créer des binômes dans notre organisation. Et des fois, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui est très bon dans ceci et l'autre a une autre force. Je suis un peu d'avis aussi que ça se mesure mal, mais en même temps, est-ce que tout doit se mesurer de façon très cartésien, je pense pas. Donc, il y a aussi tout ça à discuter, échanger pour que les gens comprennent. Mais oui, c'est des compétences stratégiques à développer. Mais Des fois, j'ai... oh, excuse-moi, Nancy. Non, vas-y, Amélie. Je voulais juste rajouter, tu sais, pour le mesurer, il faut des données de toute façon. Fait que, tu sais, pour pouvoir avoir un indicateur basé sur des situations qui sont quand même un peu complexes, c'est difficile de mettre une donnée sur ça puis de pouvoir après en faire un indicateur. Fait que c'est sûr que tout le volet compétences, c'est plus difficile à, justement, appuyer par des données. Ainsi? Ben, moi, je pourrais rajouter peut-être que le cadre dans lequel ou la boîte dans laquelle on a mis l'employé limite un peu sa compétence stratégique. Mais aussitôt qu'on lui donne un autre rôle, qu'on le sollicite plus, ben là, on peut lui permettre justement de développer ce rôle un peu plus stratégique-là. Donc, moi, je dirais plus dans de créer justement un environnement où est-ce qu'il peut se développer, là, OK. au lieu de dire on va évaluer son aspect stratégique, là. OK. Là, je vous lance une autre balle à l'inverse. Comment encadrer un employé innovant, mais qui prend parfois des risques? Tu sais, des near miss là, qu'on appelle, là, ça passe proche, là, ça passe proche qu'on se plante. Là. Comment tu gères ça? Hmm. Ben, il Ben, faut, dès le départ, je pense qu'il faut qu'ils connaissent c'est quoi ces balises, là. Tu sais, on travaille aussi dans un cadre réglementaire quand même assez strict, là, donc de bien comprendre ce cadre réglementaire-là. Puis s'assurer, tout comme une tâche où on délègue, je pense qu'il y a quand même des instructions qui viennent avec, il y a des suivis qui viennent avec, il y a comment je pourrais dire, des moments statutaires où est-ce que on doit rediscuter
des éléments où est-ce que c'est peut-être plus gris que noir et blanc, parce qu'on sait qu'en approvisionnement, on est souvent dans le gris et non pas dans le noir et blanc, là. Ben, moi, je pense que le partage d'expérience est important dans ces cadres-là. Parce que c'est sûr, il y a toujours des gens qui vont être plus portés au risque, d'autres qui sont plus conservateurs. Puis je pense que dans des forums d'échange, même à l'intérieur de nos équipes, de partager des cas, ça permet d'entendre les opinions de chacun, puis des fois de se rééquilibrer un petit peu. Je pense que comme Nancy dit, il faut créer des balises, là. Je veux dire, les gens peuvent pas partir faire n'importe quoi, n'importe Le comment. Je cowboy, pense qu'il y a quand même une limite à respecter. Mais en même temps, on veut pas tuer l'innovation, la créativité, la réflexion, penser en dehors de la boîte. Je pense que c'est souhaitable. Mais des fois, c'est le fun de justement partager les cas, entendre ce qui s'est passé, puis ça nous permet de doser. Oui, mais qu'est-ce qui serait passé si ça s'était arrivé? Ah, ça aurait pu donner ça, mais dans l'autre cas, qu'est-ce qu'on a manqué parce qu'on n'est pas allé aussi loin? On a peut-être perdu ça. Je pense qu'on parle de compétences stratégiques, là. Des fois, juste à l'intérieur de nos équipes, ce partage-là peut amener beaucoup d'informations gratuites, là, intéressantes. Puis ça crée des zones d'échange aussi parce que quelqu'un de très conservateur, quelqu'un de très qui prend beaucoup de risques va pas avoir les mêmes opinions, donc ça crée des échanges vraiment le fun, là. Je rajouterais aussi, tu sais, quand une équipe devient plus mature aussi, on peut évaluer les forces, les faiblesses des membres de l'équipe, puis c'est là qu'on peut assigner les dossiers en fonction de chacune des forces, justement, puis ça profiter un peu de ce contexte-là. Donc, une personne qui est plus qui préfère la conformité puis qui est rester dans un cadre bien précis, mais il y a il y en a beaucoup de dossiers qui peuvent aller vers cette personne-là, tandis qu'il y en a d'autres qu'il faut être un peu plus créatif, qu'il faut porter de l'innovation ou que ça soit dans l'amélioration continue pour le service même. Tu sais, je pense que en tout cas dans le réseau de la santé, là, le nombre de dossiers est comme assez grand que je pense que chacune des membres de l'équipe qui ont des forces différentes peuvent trouver leur compte. Puis c'est important de oui, si on veut sortir de leurs compétences de base, là, de leurs forces, puis de leur créer des nouvelles forces. Donc, quelqu'un qui est conforme d'aller plus vers l'innovation, puis quelqu'un qui est très innovant d'aller plus dans la conformité. Mais je pense que ça peut se faire petit à petit, puis de les amener là, sans nécessairement les contraindre, là, puis de leur donner des choses qui sont moins qui les mobilisent moins. Panélistes, dernière question avant la pause. Comment distinguer un indicateur inutile d'un indicateur important? Ben, un indicateur inutile, il sert pas à grand-chose. Oui, la question est simpliste, mais. Oui, mais tu sais, ce que je veux dire par là, je le dis simplement, mais tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait avec un indicateur? Tu sais, si j'ai des indicateurs qui est pour ma direction, qui permettent de voir, ah, ça va bien, un peu comme on l'a dit plus tôt, ils sont tous dans le vert, ou tu sais, ah, c'est dans le rouge, ça va pas bien. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces indicateurs-là, ces indicateurs-là par la suite? Donc, il faut qu'on puisse se mettre en action par rapport à un indicateur. Donc, c'est important par exemple, si j'ai un indicateur pour déterminer la conformité de mes contrats, si je vois que mes contrats sont pas conformes à 100%, ben faut aller creuser c'est quoi la source du problème puis déterminer des actions pour améliorer l'indicateur. Il faut que ça vienne favoriser aussi l'équipe. Donc dans le fond, faut choisir des indicateurs qui vont permettre l'amélioration, qui vont permettre euh, d'atteindre les objectifs qui étaient fixés, puis comme je disais un peu plus tôt, dans la définition de la performance qu'on s'était donnée. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Puis je dirais que si ça nous permet plus de faire le voyage. Si l'indicateur qui nous permet pas de voyager dans nos réflexions, dans nos opérations, c'est un indicateur qui ne représente qu'un chiffre. Je pense qu'il sert plus à rien. C'est pas à ça qu'il est supposé servir un indicateur. Il est supposé avoir un sens. Il est supposé être aligné avec notre mission. Il est supposé donner un peu de oomph aux équipes, être des zones d'échange. Si on perd ce sens-là, c'est que notre indicateur, il est dû pour être rafraîchi, là. Est-ce qu'on mesure encore la bonne chose? Est-ce que c'est la bonne angle? Est-ce qu'on a fait un bon choix même dès le début? Il faut rester en amélioration continue. Il faut se poser des questions.
Si l'indicateur ne nous permet pas de prendre une décision ou de changer un processus, un comportement, c'est pas un bon indicateur, là. Mais je viens de penser à une question, là. Un indicateur inutile, oui, mais est-ce que ça serait possible qu'un indicateur, comme tu le développes, puis t'es dans le rouge, t'es dans le jaune, tout d'un coup tu deviens dans le vert, puis t'es toujours dans le vert, ça va bien. Est-ce que tu le gardes ou à un moment donné, tu te dis, OK, là, c'est beau, là, on maîtrise cette situation-là, on a pu. Ou non, c'est éternel, là, il faut que tu continues à tenir compte de cet indicateur-là. C'est quoi votre position là-dessus, là? Et moi, je pense que pour les équipes, principalement, fait que niveau de terrain, on a besoin d'indicateurs qu'il y a à améliorer. T'sais, on a besoin de savoir sont où les enjeux, puis comment qu'on peut faire pour améliorer cet indicateur-là. Fait que pour reprendre l'exemple de conformité, si mes contrats sont toujours conformes, ben j'ai rien j'ai pas d'action à prendre par rapport à ça. C'est sûr que je vais peut-être vouloir le voir à haut niveau, m'assurer qu'on le maintient. Mais pour les équipes, ça va être nécessaire d'avoir des indicateurs qui vont permettre des améliorations, puis qui vont permettre, par exemple, si c'est une équipe qui n'a pas de capacité, ben comment qu'elle va gagner de la capacité, par exemple. Fait que comment qu'on le mesure, comment qu'on peut s'améliorer dans ce sens-là. Je vais prendre l'exemple de mon histoire de livraison de tantôt. Si je me rends compte que mon délai de livraison cible, c'est 3 jours, puis ça fait 6 mois que je suis dans mon 3 jours, ça va bien. Peut-être que je dois accompagner mon indicateur d'un nouvel indicateur qui va commencer à me donner un angle différent. Donc, combien de fois je me promène avec un camion qui a une charge qui est acceptable? Est-ce que j'ai réduit ma quantité de GES? Est-ce que j'ai utilisé ceci? T'sais, il faut amener une complémentarité qui va redonner un sens. Est-ce que je veux continuer de mesurer mon délai de livraison? Oui. Mais est-ce que j'ai mesuré ça, ça va bien, ça semble sous contrôle, mais là, est-ce que j'ai des petits angles morts connexes que je peux commencer à ajouter pour que ça devienne, comme on parlait tantôt, d'une famille beaucoup plus inclusive dans la tendance de notre indicateur. Et je pense que c'est ça qui amène la maturité du tableau de bord. C'est que c'est plus juste un indicateur qui mesure la livraison, par exemple, c'est un ensemble d'indicateurs qui va le faire. Donc, est-ce qu'il devient complètement inutile? Non. Est-ce que c'est parce qu'on le rend compte qu'il n'est plus utile? Non. Est-ce qu'il y a besoin de se trouver des jumeaux là, pour que ça devienne un petit peu plus complémentaire? Moi, je pense que ça peut être super intéressant de l'annexer à d'autres angles. Si on prend, par exemple, quelque chose qui est facile à comprendre, le service à clientèle, les délais pour répondre à un client ou le nombre de plaintes qu'on a répondu, ben si on est dans le vert tout le temps, mais que mon client, au bout de la ligne, il est toujours pas content, il a toujours pas eu la bonne réponse, on l'a switché à 2, 3 personnes avant qu'il ait sa bonne réponse. Le but ultime, c'est que mon client, il soit content. Tu sais, j'ai bien beau mettre un indicateur qui dit, ben, il a été répondu en 5 minutes, mais s'il n'est pas plus content, j'ai pas atteint l'objectif. Donc, il faut vraiment se poser la question de mon indicateur, est-ce qu'il répond réellement à mon objectif? Je vais bifurquer vers un autre exemple que, comme tu dis, Nancy. Par exemple, si on mesure le délai d'appel d'offres. On va mesurer un délai d'appel d'offres, ça va de mieux en mieux, le délai réduit. Ben, à un moment donné, on peut se dire, OK, dans mon année, j'ai annulé combien d'appels d'offres, par exemple, dû à des problèmes. Ben là, oups, on se rend compte peut-être que oui, on va plus vite, mais au bout de l'histoire, mes appels d'offres, j'en annule plus parce que est-ce que je vais trop vite dans mon processus puis je me rends au bout? Quel est l'objectif de faire un appel d'offres? Est-ce que c'est d'aller vite ou c'est de créer une entente ou un contrat ou quelque chose qui va rencontrer les besoins d'un partenaire ultime, là, comme Nancy dit, c'est service à la clientèle, donc c'est un partenaire interne. Est-ce qu'il est content? Est-ce que je lui fais des bons contrats? Que j'aille vite, à la limite, il s'en sac un peu, tu sais, c'est pas entre 10 puis 20 jours. Si l'appel d'offres n'est pas bon, au final, ça n'a rien donné. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de mesures complémentaires. Comment je peux venir entourer mon délai
par quelque chose d'un petit peu plus, je vais dire, intelligent, parce que c'est pas juste le délai qui compte, qui va faire en sorte que ma mission, c'est pas de faire des appels d'offres vite. On disait tantôt créer des indicateurs qui rentrent dans notre mission. Notre mission, c'est pas de créer des indicateurs rapidement. C'est de créer des contrats qui vont être intelligents, utilisables, opérationnalisables pour mes gens. Donc, si je veux mesurer ça, c'est certainement pas juste en mesurant la quantité d'appels d'offres que je fais par année ou la vitesse que je les fais. Il faut que j'aille plus loin que ça. Merci beaucoup, panélistes. Donc, ceci complète la première partie. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement à notre chaîne YouTube et suivez l'apport collectif sur Spotify, Apple Podcasts et Instagram. Tous les épisodes de la saison 1 et 2 sont disponibles sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et d'autres plateformes bien connues. Et quant au prochain épisode de l'apport collectif, celui-ci sera disponible le 18 mai. L'épisode 9, qui sera l'avant-dernier de la saison, mettra en vedette Patricia, Alain et le retour d'Amélie. Soyez des nôtres et faites partie du mouvement. Panélistes, continuons la discussion quant à l'évaluation de la performance d'un service d'approvisionnement, mais en y ajoutant le déploiement des tableaux de bord, outils visuels qui regroupent des indicateurs clés de suivi et offrent une évaluation de la performance en temps réel. Que devrait contenir à la base un tableau de bord en approvisionnement pour le secteur public et municipal? Amélie, Nancy, réseau de la santé? Ben, je pense que le premier indicateur qui devrait être inclus dans un tableau de bord, ce serait pour mesurer la capacité d'une équipe. Je pense que ça c'est, puis en tout cas dans le contexte actuel, ça serait l'indicateur qui parlerait vraiment beaucoup. Fait que comprendre un peu la charge puis la pression qui est sur les équipes, parce que ça influence plein d'autres indicateurs dans le fond. De savoir combien il y a de dossiers qui est en cours versus qui s'en viennent dans le futur, de savoir c'est quoi la répartition, la complexité des dossiers, puis de savoir également si, dans le fond, le type de dossier par type de ressources, dans le fond. Parce que c'est pas toutes les mêmes ressources qui traitent les mêmes dossiers. Fait que de savoir un peu le portrait global d'une équipe permettra de agir sur les délais, permettra d'agir sur la qualité que les dossiers peuvent avoir, permettra d'agir aussi sur différents processus dans une équipe. Fait que, pour une équipe terrain, je pense que c'est un indicateur qui est très important à obtenir dans un tableau de bord. Aussi, qu'est-ce de ça peut découler toute une gestion de planification des approvisionnements, fait que, de savoir vraiment d'avoir une bonne base de données qui permet de connaître l'ensemble des dossiers en cours, mais également ceux à venir. Fait que ça, c'est vraiment des informations qui sont intéressantes à obtenir. Ben, en fait, tout dépendamment du type de comité, parce que là, Amélie parlait beaucoup de l'opérationnel avec les équipes terrain, mais on peut retrouver des tableaux de bord à plusieurs niveaux. Donc, autant au niveau très terrain qu'à un niveau un petit peu plus stratégique de direction. Puis, on peut avoir encore plus stratégique qui est au niveau de l'organisation. Donc, c'est sûr que le type d'indicateur va être très différent dépendamment de ce qu'on veut rechercher, là, mettons, la stratégie qui est à différents niveaux, là. Donc, puis il y a peut-être ce qui est intéressant aussi par rapport à ces différents niveaux-là, c'est comment on déploie ce type de tableau de bord-là. Donc, si on est avec des personnes qui sont très terrain, mettons des acheteurs ou des magasiniers même qui sont terrain, là, plancher, ben, c'est sûr qu'on peut pas utiliser les mêmes outils ou le même visuel que, mettons, en comité de direction, là. Donc, moi, de mon expérience que j'ai vu, les salles de pilotage qui étaient au niveau très terrain étaient très, il y a un tableau, on va chercher des éléments qui les touchent beaucoup aussi directement sur le terrain, des irritants qu'on veut corriger, par exemple.
Tandis que j'ai vu aussi en comité de direction avec des directeurs des indicateurs qui répondaient plus à des éléments qui provenaient, par exemple, du ministère, là. Moi, je vais continuer dans la lignée. En fait, au niveau de la Ville de Montréal, du côté du service d'approvisionnement de la Ville de Montréal, nous, ce qu'on a développé, c'est un tableau de bord avec 5 grands axes. L'axe santé, sécurité, environnement, l'axe qualité, l'axe productivité, humain et coût. Donc, on a 5 grands volets dans lesquels on va intégrer des indicateurs intéressants pour être en complémentarité. Donc, je vais prendre un exemple. Quand on regarde santé-sécurité, bien évidemment, le nombre d'accidents de travail, le taux d'absentéisme. Ce sont des choses qu'on veut mesurer pour s'assurer justement que le risque zéro n'existe pas. On a des cibles, mais en même temps, en fait, tu veux au moins t'assurer que tu prends en charge les bonnes choses, que c'est vu et su et compris et que c'est surtout valorisé, qu'on veut voir et comprendre où sont les accidents de travail. Donc ça en fait partie. Je dirais aussi qu'avec la venue de l'approvisionnement responsable, on mesure aussi les achats qu'on appelle achats responsables. Donc, tout ce qui est fait dans les entreprises d'économie sociale, minorité visible, environnement, etc., etc. Achat Donc, local. achat local. Donc, dans ce volet d'indicateurs-là, on va aller mesurer ce genre de choses-là. Dans le volet qualité, on va aller davantage mesurer la qualité de ce qu'on fait. Donc, par exemple, la qualité de nos BC. Est-ce que les bons champs sont remplis? Est-ce que les choses sont faites au bon moment? Est-ce que on achète, comme par exemple, nous, ce qu'on essaie de tendre à faire, on a évidemment on a une quarantaine de points de service sur l'île de Montréal là, où j'ai des magasiniers partout. Donc, on essaie de se créer un réseau. Donc, on préfère que les gens achètent à l'interne dans le réseau avant d'acheter à l'externe parce qu'on a des coûts administratifs beaucoup plus petits. Donc, on mesure les achats internes versus les achats externes pour s'assurer qu'on a moins de coûts, exemple en émission de chèques, moins de coûts en frais de transport, en toutes sortes de choses. Donc, on va avoir tendance à mesurer la qualité de certaines activités qu'on juge importantes, qui ont une influence majeure sur ce qu'on fait. Le troisième volet, c'est la productivité. Là, on parle justement de délai, on parle de chiffre, de vitesse, de quantité. Donc, combien de BC j'ai engagé, désengagé, à quelle vitesse je les ai faits, à quelle vitesse je fais les appels d'offres, combien j'ai fait de ceci, cela. Ça nous permet de se mesurer vraiment en termes de quantité. Le volet humain, on va avoir tendance à aller faire des mini-sondages de mobilisation, voir comment ça va, mesurer le pouls des équipes, est-ce que ça va bien, est-ce que ça, il y a des moments plus durs que d'autres dans l'année, donc on est en projet pilote actuellement pour voir comment on va pouvoir mesurer. Ça, c'est un indicateur qui est moins à terme, mais qu'on juge tout aussi important là, à l'intérieur de notre tableau. Le dernier, c'est le volet coût. Donc, dans notre volet coût, évidemment, il y a des indicateurs de délai, puis comme on l'a dit, prise de mesure, mais le volet financier est important. On n'en a pas beaucoup parlé, mais si j'ai certains postes budgétaires sensibles, je vais parler, mettons, dans mon cas, le temps supplémentaire ou les coûts de transport, je vais les sortir de mon budget et je vais les rendre visibles. Donc, on veut voir l'évolution dans l'année, on veut comparer d'une année à l'autre, on veut voir comment ça va. On veut voir aussi comparativement à notre budget, comment ça va. Est-ce qu'on doit faire des resserrements? Est-ce qu'on doit ajuster nos façons de travailler? Parce qu'on s'en va, exemple, vers un dépassement de coût pour les dollars à respecter dans le temps supplémentaire ou ailleurs. Donc, on va l'afficher pour voir les courbes de tendance, comparer des mois avec d'autres mois. Par exemple, le temps supplémentaire de février quand il neige est plus élevé que l'été ou le mois de juin quand il n'y a pas de vacances. Ben, est-ce qu'on compare juin à l'année précédente à juin aujourd'hui? Comment ça se comporte? Comment se comporte le mois de février? Donc, ça nous permet d'avoir sur le mur ces 5 grands axes-là qui sont complémentaires, qui nous aident à essayer de voir différents angles. On est loin d'être à maturité là, parce que, comme je disais tantôt, on a été meilleur dans la productivité. Et là, il y en a sorti vite, ça. Comment on mesure le temps, puis les délais, ça a sorti vite. Mais quand on se met à réfléchir à l'environnement complet, comment on va se regarder, c'est là que la chose se complexifie.
Mais j'ai un méga tableau dans la salle de conférence où les équipes, quand elles se rencontrent, voient des carrés rouges puis des carrés verts et des carrés jaunes. Et les gens en équipe vont discuter ensemble de comment ça va, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de moins. Et là, on a vu un engouement différent. Ah, on est à rouge. Oui, mais c'est pour toute l'équipe. Mais est-ce que je peux savoir pour mon équipe? Est-ce que dans mon équipe est à rouge ou mon équipe est à vert ou mon équipe est à jaune? Donc là, les équipes se sont mis à vouloir creuser davantage dans leur secteur. Puis le fait d'avoir une vision un peu plus élargie, ben ça, je trouve que ça balance un peu. Tu sais, quand tu calcules la mobilisation des équipes, ben c'est autre chose que de mesurer un délai d'appel d'offres ou que de mesurer un délai de BC. Fait que ça nous a apporté beaucoup de moments de discussion, d'échange à travers ça. Beaucoup d'insécurité au début, mais après ça, ça se tasse un petit peu. Et là, les gens commencent à essayer de voir, OK, mais moi, OK, mon équipe se comporte bien par rapport à la moyenne, ça va bien. Et c'est là qu'il faut que tu fasses attention, comme on disait tantôt, à la comparaison, à faire attention, faut pas tomber là-dedans. Et là, faut doser tout ça. Pour moi, j'aimerais ça, OK, pour McGill, l'Université McGill, on a développé récemment un tableau de bord où c'est vraiment un tableau de bord qui va aider les acheteurs à prendre des décisions. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la journée? Donc, le tableau de bord montre, entre autres, les contrats qui viennent à échéance d'ici 30 jours, d'ici 60 jours, d'ici 90 jours. Puis, il y a toujours une gradation de couleurs. Les appels d'offres qui sont en publication, il y a des indicateurs qui montrent qu'aujourd'hui, il y en a un qui va ouvrir à 11 heures. Donc, c'est vraiment un tableau de bord que ça donne l'information non seulement aux acheteurs, mais aussi aux gestionnaires. Parce que moi, ça arrivait souvent dans le passé que souvent, j'avais aucune idée qu'un appel d'offres ouvrait dans la journée. Là. Il y a tellement de choses qui arrivent, puis wow! Mais quand j'ouvre le tableau de bord, je sais exactement qu'aujourd'hui, à 11 heures, il y a mon acheteur qui ouvre un appel d'offres pour tel dossier. Donc, c'est une très belle visibilité pour les gestionnaires aussi. Là, une question pour vous. Tableau de bord, nous autres, OK, encore une fois, le tableau de bord, il est drivé par 7 spreadsheets, dont, entre autres, le rapport du comptoir des données, SOAO. Information très, très, très utile, mais c'est pas connecté directement au Power BI, puis c'est un de mes acheteurs qui upload les spreadsheets à chaque jour. Ben, c'est à chaque jour qu'il le fait, à chaque matin, donc on a des données en temps réel. Comment voyez-vous ça? Est-ce qu'un tableau de bord devrait être toujours en temps réel ou 2-3 jours, puis c'est correct? Comment ça fonctionne chez vous? Mais je pense que ça dépend du niveau d'action qui est requis par rapport à cet indicateur-là. Donc, est-ce qu'il faut réagir dans la journée même ou on peut réagir dans la semaine suivante? Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui va vraiment venir indiquer dans quelle fréquence le mettre à jour, dans quelle fréquence l'observer aussi, là. Tu sais, par exemple, si dans ton exemple, Patrick, ton tableau de bord qui t'indique les appels d'offres en cours avec les ouvertures à venir, ben c'est sûr que ça peut changer d'une journée à l'autre, là. Donc, je pensais avoir une ouverture aujourd'hui, finalement, elle est reportée à dans 2 jours. Ben, si j'attends la semaine prochaine, je ne le saurai pas. Fait que c'est sûr que le niveau d'information, puis pourquoi il est consulté, dans quel but, puis qu'est-ce qu'on va faire avec cette information-là après. Je pense que c'est ça la clé un peu qui va venir déterminer la fréquence. En mon cas, moi, c'est plutôt c'est sûr que moi, je suis pas dans les appels d'offres là, comme tel. C'est plutôt mensuel. Mensuel, au niveau de l'absentéisme, au niveau des indicateurs pour la santé-sécurité, c'est plus au trimestre. Ça dépend, comme on dit, la rapidité que tu as besoin de. La quantité de données pour que ce soit significatif, des fois, il y a ça. Et deux, s'assurer que justement, faut que ça serve l'opération que tu veux mesurer. Tu sais, si, exemple, est-ce que je veux mesurer tous les jours mon délai de livraison? Tu sais, je veux avoir une tendance, je veux avoir une moyenne, je veux avoir quelque chose d'un peu plus longue haleine, je veux pas l'avoir tous les jours, je veux même pas l'avoir tous les semaines. Tu sais, je veux voir comment ça va. Puis si j'ai des recherches à faire, je vais aller les faire pour aller chercher des choses bien précises. Mais moi, j'ai pas ressenti le besoin d'aller plus bas que ça pour le moment. C'est sûr que ça dépend de la business qu'on gère, là. Moi, je parle de logistique, puis évidemment, c'est une tendance
un peu plus large. Mais dans d'autres cas, oui, ça va être un réel tableau de bord où tu veux voir à la minute près ce qui roule, puis qu'est-ce qui est en attente. Exemple, si tu es une business de centre d'appel, tu veux pas le savoir dans un mois que tu avais 15 clients en attente là, la semaine passée. Là. Tu veux le savoir maintenant. Oui. Tu sais, fait que ça dépend c'est quoi ta business, là, ça c'est clair. Mais dans un monde idéal, quand on a besoin d'accéder à de l'information en temps réel qui change toujours, mais il faudrait qu'il soit inclus comme dans ton ERP, là, cette donnée-là. Là. Plus c'est compliqué d'aller chercher la donnée, plus elle devient stratégique et techniquement, on devrait avoir à la consulter peut-être un peu moins souvent. Là. Mais avec, Nancy, tu sais, avec tout on s'équipe de différents systèmes. Tu parles d'ERP, mais il y a d'autres systèmes qui existent. Il y a un SAO qui existe. Donc, c'est toute de l'information qui sont un peu partout, mais toi, tu veux tout centraliser ça à un endroit, Power BI. Donc, c'est ça l'outil à utiliser. C'est tout aller chercher toute cette information-là et de l'envoyer dans un endroit central pour qu'il analyse les données, pour que tu puisses prendre des décisions, les meilleures décisions. Quel conseil donneriez-vous à une organisation qui débute dans la mesure de performance? Là, mettez-vous, là, vous êtes comme des consultants. Là. Il y a une organisation qui dit, moi, j'ai jamais fait ça. Là. Quel conseil vous leur donneriez pour débuter ça? Mais je pense que je prendrais le problème numéro 1 qui est vécu ou perçu, du moins. Puis je regarderais c'est quoi les données que j'ai de disponibles, comment je peux aller les collecter, parce que des fois, on a des enjeux, mais on peut pas nécessairement collecter des données facilement. Puis à partir de là, déterminer qu'est-ce que je pourrais avoir comme indicateur qui me permettrait d'aller chercher de l'amélioration. Fait que c'est sûr que je pense que ça peut parler à différents niveaux. Là. C'est sûr qu'il y a un niveau de détail qui peut différer là, selon qui l'utilise. Mais si, par exemple, j'ai un enjeu majeur au niveau de la conformité de mes dossiers, ben je vais avoir peut-être un taux de pourcentage qu'on a du portrait personnalisé annuellement que la direction va regarder. Mais côté équipe terrain, ben peut-être qu'on va vouloir sortir les données du comptoir de données justement pour savoir combien, c'est quoi mon délai de publication et ça, je dis n'importe quoi là. Mais bref, je vais vouloir l'avoir en plus en détail. Fait que tu sais, de regarder c'est quoi mon problème principal, comme est-ce que j'ai de la donnée pour pouvoir l'analyser, puis après voir c'est quoi mon niveau de détail, puis mon niveau mon action que je vais vouloir poser par rapport à ça. Maggie, en logistique, tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans? Mais même logistique ou autre, je dirais la théorie des petits pas. La théorie des petits pas, Amélie disait, commencez par regarder ce que vous avez. Il n'y a pas complètement de mauvais indicateurs. Il y a un début à tout. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer à regarder ce qu'on a. Moi, je dirais qu'il faut prendre du recul, il faut être patient. Des indicateurs, là, ça se regarde, ça gère pas en l'espace de ça fait 12 mois qu'on le fait, ça va bien, non. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, non. C'est sur plusieurs années, c'est sur plusieurs mois. Les équipes évoluent. C'est le chemin qu'on prend et non la finalité qui est importante. Donc, vraiment, être patient puis prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, à être beaucoup plus inclusif, global, faire attention à ces pièges-là. Mais moi, je crois vraiment à la théorie des petits pas. Quand on a commencé, on avait 5 prises de mesure. Puis là, on disait, mais my God, c'est 5, c'est pas beaucoup, là. Non, mais c'est 5. Puis l'année prochaine, on en aura peut-être 8. Puis l'année prochaine, on en aura peut-être encore 8, mais on les aura revisités. Puis c'est comme ça qu'on avance, puis qu'on progresse, puis qu'au bout de 3-4 ans, tu dis, ben regarde, je suis rendu à 10, puis c'est 10 bon. Fait qu'on va en faire d'autres, 3 plus. Et je trouve que ce chemin-là, il est extrêmement payant. Le meilleur conseil, ce serait d'impliquer les équipes dès le début, là. Si on veut qu'ils adhèrent au projet, là, il faut qu'ils soient impliqués dans le choix des indicateurs, dans la conception de l'indicateur également. Effectivement. Sinon, ils vont l'avoir à travers la gorge tout le long. Mesdames et messieurs, mesurer la performance d'un service d'approvisionnement, ce n'est pas simplement une question de chiffres, c'est avant tout une démarche stratégique.
c'est se donner les moyens de comprendre, d'optimiser et de démontrer concrètement la valeur que notre fonction apporte à l'organisation. Les indicateurs de performance et tableaux de bord ne sont pas là pour surveiller, mais pour orienter afin de prendre des décisions plus stratégiques. Un service d'approvisionnement qui se dote d'outils de suivi performants et sophistiqués est en mesure d'anticiper, d'innover et de livrer des résultats tangibles. Panélistes, l'épisode 8 tire à sa fin et encore une fois des échanges de qualité et contenu pertinent pour tous ceux et celles impliqués en approvisionnement public. Je tiens à remercier chaleureusement mes panélistes pour leur présence et leur précieuse contribution aujourd'hui. Un grand merci à tous nos partenaires et également à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité depuis le début de ce balado. Amélie, Nancy et Maggie, merci de votre participation et votre contribution à valoriser la profession. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William. Faites partie du mouvement, faites partie du changement et aidez-nous à valoriser la profession. On se revoit le mois prochain avec Amélie, Patricia et Alain où nous parlerons de l'acheteur du futur. 0% clérical et 100% stratégique. Mais comment s'y rendre dans le secteur public et municipal? Encore une fois, merci et à bientôt. Merci panélistes.